Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Bienvenue, chère maman semeuse, dans ce nouvel épisode de Maman Sème. Mais avant de plonger dans ce nouvel épisode, laisse-moi te parler de la tribu Maman Sème. Alors la tribu Maman Sème, c'est quoi? C'est un abonnement mensuel qui est un peu sous forme d'espace réservé aux mamans qui, comme toi, cherchent à accompagner leur enfant avec bienveillance et à vivre des beaux moments en famille. Alors dans la tribu Maman Sème, tu trouveras chaque mois des graines, comme j'aime les appeler, pour t'aider à cultiver le bonheur familial. Les graines, ça va être des mini-formations, du coaching de groupe et également des capsules bien-être. Mais ce n'est pas tout. Dans la tribu, tu trouveras surtout une communauté de mamans bienveillantes, non jugeantes et avec la même volonté que toi, c'est-à-dire d'accompagner leur enfant avec respect et douceur. Et tu ne seras plus jamais seule grâce à la force du groupe et ma présence quotidienne pour t'accompagner dans ta parentalité. Alors sache que la tribu Maman Sème n'ouvre ses portes que ponctuellement, parce que pour moi, c'est important de préserver cet esprit de sororité. C'est une valeur essentielle pour moi dans ce groupe et dans la tribu Maman Sème. Et donc, les portes de la tribu Maman Sème ouvrent aujourd'hui jusqu'au 22 octobre seulement. Et donc, la prochaine ouverture de la tribu se fera en 2024. Alors, ça serait vraiment dommage de laisser passer cette opportunité de vivre des chouettes moments en famille. Alors si tu souhaites plus d'informations, je t'invite à aller dans les notes de cet épisode et tu trouveras toutes les informations concernant la tribu Maman Sème. Mais maintenant, laissons place à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une révélation qui a profondément transformé ma façon d'aborder la parentalité positive. Alors j'ai eu pas mal de révélations et j'aborderai les prochaines révélations dans d'autres épisodes parce que sinon cet épisode risque d'être très très long et donc voilà, le mieux c'est de couper tout ça et de faire plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui, une révélation concernant la parentalité positive. Et cette première prise de conscience, elle m'a permis de me libérer de la pression que je pouvais me poser en tant que maman et de trouver une meilleure posture d'accompagnement envers mes enfants. Alors partons à la découverte de cette révélation. Mais avant cela, on va aller faire un petit bond en arrière. Alors voilà, un petit bond sur ma parentalité, mes débuts en parentalité. Parce que moi je suis une vieille maman dans la parentalité positive parce que j'étais maman pour la première fois en 2006. Alors si tu comptes, oui, mon fils est né à bientôt 18 ans. Oui, donc ça passe très très vite. Et donc il y a 18 ans en arrière, le paysage de la parentalité positive était bien différent de celui que tu peux connaître aujourd'hui. Alors pour te donner un exemple, les rayons des librairies étaient quasi vides. Il y avait presque rien sur le sujet de l'éducation bienveillante. Il y avait peut-être 1 ou 2 filiosa, mais pas plus. On avait donc au niveau internet, les foyers étaient très peu équipés. Alors moi j'ai été équipée quelques mois avant d'accoucher, mais avant j'avais rien du tout. Et donc c'est là, voilà, grâce au forum internet que j'ai pu découvrir une nouvelle manière d'éduquer les enfants, que j'ai pu découvrir les prémices du maternage proximal et m'entourer aussi d'autres mamans grâce au forum internet. Donc tu vois, je suis devenue mère à une époque où les ressources sur la parentalité positive étaient quasi rares. Donc pendant 3 ans, j'ai eu quelques petites informations via les forums sur le maternage proximal, sur la parentalité positive. Ça faisait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et donc en 2009, quand mon fils cadet est né,
j'ai fait le choix d'un accouchement à la maison, donc j'avais quand même bien avancé sur le sujet. Et également, il a toujours porté des couches lavables dès sa naissance, et toujours j'étais vraiment à fond sur les couches lavables et il a été beaucoup porté. D'ailleurs, je me suis formée par la suite au niveau du portage physiologique. Donc c'est vrai que en 3 ans, il y a eu un boom, il y a eu un essor sur le maternage proximal et ça commençait aussi parce que les deux sont liés au niveau de la parentalité positive. Donc on parlait de plus en plus de ça et ce sujet me passionnait énormément et donc j'avais envie de partager, déjà à cette époque-là, j'avais envie de partager sur ce sujet et c'est comme ça qu'en 2009, donc il y a 14 ans, parce qu'on va bientôt fêter les 14 ans du projet initial, donc d'Ensemble Naturellement, qui est le nom de mon entreprise actuelle. Et donc à la base, Ensemble Naturellement est né dans l'objectif de regrouper des personnes, dans l'objectif aussi d'échanger sur le maternage proximal. Et donc j'ai créé un forum internet qui rassemblait les mamans maternantes des Bouches-du-Rhône. Donc on faisait énormément de rencontres, on se retrouvait beaucoup et surtout on échangeait autour de la parentalité positive. Donc les livres commençaient à apparaître et j'ai pu avoir dans les mains un livre qui m'a ouverte sur la parentalité positive, c'était Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, de Faber et Maslich. Donc c'est un livre pratico-pratique qui parle de parentalité positive et qui donne surtout des outils. En fait, c'est le témoignage de 2 mamans qui assistent à des ateliers parentalité et elles parlent en fait de ces ateliers-là et elles donnent ces outils et elles expliquent ce qu'elles mettent en place dans leur famille, etc. Donc en fait, on a l'impression d'assister à ces ateliers et de pouvoir mettre aussi en place ces outils-là. Donc moi, j'ai mis ça en place dans mon quotidien et j'ai vu un changement au niveau relationnel avec mes enfants et cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière d'éduquer mes enfants et de les accompagner. Donc les livres commençaient un petit peu à apparaître dans la parentalité positive et dans les rayons des librairies, parce qu'après Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, j'ai eu beaucoup de lectures, justement beaucoup de livres que j'ai pu avoir entre les mains. Mais il y a eu un défi majeur malgré tout, c'était que je n'avais pas de modèle, je n'avais pas de personne référente pour me guider dans l'approche de la parentalité positive, pour me dire voilà, oui, j'ai été confrontée à ça et j'ai mis ça en place. Aujourd'hui, on a ces modèles-là parce qu'on les trouve sur des blogs, on les trouve sur les réseaux sociaux, on les trouve dans des podcasts, à travers des témoignages, et on peut du coup prendre un peu cette image-là, on peut du coup se dire ah ben ouais, elle a fait ça, elle a mis ça en place. Moi en fait, je n'avais pas ça, je n'avais que des livres, que un peu des choses lisses, des choses qui étaient expliquées. Et donc j'ai fait ma propre interprétation par rapport à la parentalité positive, par rapport à mes croyances, par rapport à ma vision, par rapport à ce que je voulais, plein de choses qui ont fait que j'ai mis ma propre interprétation dans ces mots et j'ai tracé mon propre chemin parce qu'il y en avait pas en fait de tracé. C'est un petit peu comme on fait quand on fait un chemin de randonnée. En fait, soit il y a un chemin qui est tracé et on va le suivre, hop, c'est ok, et donc on se trompera pas trop normalement si on le suit bien. Mais là, en fait, non, il n'y avait pas de chemin. C'était comme si j'étais en train de faire ce chemin de randonnée. Bon, j'étais pas seule, mais voilà, il n'y avait pas tout ce modèle-là. Et une des interprétations que j'ai pu faire, c'était qu'il fallait entourer son enfant de bienveillance et de respect. Alors, je crois qu'on est d'accord là-dessus, qu'une des valeurs fondamentales dans la parentalité bienveillante, c'est la bienveillance et le respect de l'enfant. On est d'accord. Sauf que moi, j'ai mis un grade un petit peu plus au-dessus, c'est-à-dire que j'enveloppe mon enfant, je le mets un peu sous cloche dans un monde bienveillant. Et j'ai pu me heurter à pas mal de situations où en fait, non, il n'y avait pas la bienveillance que je voulais et c'était compliqué. Je pense à une situation particulièrement parce que celle-là, elle m'a marquée et du coup, j'en ai des souvenirs. C'était à l'école, donc mon fils cadet était, je crois, en moyenne section et la maîtresse, donc là, nous parle d'un système de notation pour les enfants par rapport à leur comportement. Donc quand ils ont un bon comportement, ils sont dans le vert, comportement bof bof orange et comportement qui va pas du tout rouge. Et donc je crois que l'objectif c'était pas la punition, mais c'était de changer de comportement, etc. Donc moi j'étais heurtée à ça parce que pour moi c'était une forme, un système de punition récompense et c'était pas ok pour moi. Et je me dis mais comment en fait à ce jour, on ne peut pas avoir les informations sur l'éducation bienveillante et comment en fait l'éducation nationale ne peut pas être au courant de tout ça. Donc en fait, je me suis un petit peu mis dans un débat, enfin pas un débat, mais
cette volonté de vouloir absolument expliquer à la maîtresse qu'on pouvait faire autrement. J'ai même créé un petit PDF donc que je lui ai imprimé donc avec des collègues qui étaient dans les blogs à l'époque, elles sont toujours d'ailleurs sur la parentalité positive. On avait créé ensemble pour donner des outils à l'éducation nationale, donc au personnel de l'éducation nationale, pour agir autrement et éviter le système punition-récompense. Bon, comment te dire, ça a fait un couac, bien entendu, parce que plus on cherche à convaincre les personnes, plus c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, Gandhi dit que le meilleur des arguments, c'est l'exemple. Voilà, donc là, j'étais pas du tout dans l'exemple, j'étais en train de chercher à convaincre absolument la personne de faire comme moi j'avais décidé de faire, et de pas trop entendre peut-être qu'elle avait 30 enfants à gérer, et c'est pas toujours évident. Donc avec du recul, de toute façon, aujourd'hui, je ne fais plus ça, je ne cherche plus à convaincre, mais je cherche à comprendre, à être plus dans l'empathie. Bref, parenthèse fermée. Et donc voilà, j'avais toujours cette vision où l'enfant devait être un petit peu, oui, j'ai envie de dire sous cloche, là, dans ce monde un petit peu bienveillant, où on le surprotège, où on est là pour éviter qu'il soit face à des situations ou des moments pas très agréables. Et un jour, j'ai lu un livre, donc c'est, si ma mémoire est bonne, Le cerveau de l'enfant, de Stéphanie Briand. Et dans ce livre, elle parle de Emmanuelle Piquet. Emmanuelle Piquet, j'en ai parlé récemment sur les réseaux sociaux. Elle est psychologue, il me semble d'ailleurs, et elle accompagne les enfants autour du harcèlement scolaire. Dans ce livre, elle dit qu'en fait, il y a un enfant qui est harcelé, il ne faut pas agir à sa place, donc ne pas aller voir le harceleur, ne pas aller voir les professeurs et le laisser un peu se débrouiller seul. Je fais un peu un résumé bref sur l'idée principale. Et quand je dis ça, je fais mais elle est carrément folle, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais n'importe quoi. Et sur ce livre qui parle du cerveau de l'enfant, la parentalité bienveillante, mais comment on peut dire ça? Je comprends pas. Il m'a fallu quelque temps pour comprendre qu'en fait, je pense, enfin, Emmanuel Piquet a raison. Et en fait, c'est pour moi là-dessus que reposent les bases de la parentalité bienveillante. Je m'explique. J'explique donc ma révélation. La parentalité bienveillante, bien entendu, c'est accompagner son enfant avec respect, avec sécurité et avec confiance. L'objectif, c'est lui donner les outils, c'est lui donner les armes, lui donner toutes les informations pour pouvoir faire face aux difficultés. Plus je mets mon enfant sous cloche, plus je le protège, moins en fait il va pouvoir utiliser les armes que je suis en train de lui donner chaque jour. Donc la parentalité bienveillante, en fait, c'était pas du tout l'image que je me faisais. En fait, la parentalité bienveillante consiste à accompagner nos enfants, donc avec amour, respect, mais tout en leur donnant les outils pour devenir autonomes et confiants. Alors c'est peut-être pas clair pour toi et je vais t'expliquer un peu plus tout ça. Je vais te donner un exemple d'une maman que j'ai eue en coaching. Et donc en fait, elle avait cette fille, je pense qu'à cette époque-là, elle devait avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et donc cette maman, elle était un petit peu, pas en conflit, mais un petit peu en désaccord avec sa belle-mère, qui avait tendance un petit peu au chantage, et surtout au chantage autour des bisous. Et c'était un petit peu compliqué, parce qu'elle intervenait souvent, et du coup, ça a créé un petit peu de tension. Ce que je lui proposais de faire, c'était de laisser sa fille agir, laisser sa fille faire par rapport à ce que sa grand-mère pouvait lui dire. Alors ça peut sembler surprenant parce que du coup, le style de chantage, c'était si tu me fais pas de bisous, t'auras pas de frites. Donc on n'a pas envie de tout ça et justement on peut agir, mais comment ça, c'est pas possible, etc. Donc c'est là où ça crée pas mal de tensions et de conflits. Et là, en fait, tu proposais de la laisser faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quotidiennement, elle semait les graines à sa fille, où elle lui parlait, en fait, de consentement, de respect de son corps. Elle lui demandait, est-ce que je peux te faire un bisou? Donc, en fait, elle lui parlait de tout ça. Et l'objectif, c'était qu'à un moment, elle puisse faire pousser ces graines-là. Elle puisse se les approprier. Donc je lui dis, laisse-la faire parce que en fait, tu as déjà évoqué ce sujet-là avec elle, tu l'as déjà accompagnée. Donc l'objectif, c'est qu'elle puisse utiliser tout ça et en même temps, tu es là
avec elle. Donc elle est en confiance, en sécurité. Pour quand, en fait, quand tu seras pas là, elle sera armée, elle sera capable de dire, mais non, non, en fait, là, tu me touches pas. Tu me fais pas de bisous. Et je pense même à plus tard, voilà, quand elle sera adolescente, face à un partenaire, peut-être qui va oser la toucher alors qu'elle n'a pas envie. Donc être capable de dire non, ça commence en fait par s'entraîner et s'entraîner en sécurité avec ses parents. Et donc elle a laissé faire. Donc la séance suivante, elle me raconte, elle me dit oui, je l'ai laissé faire. Et en fait, sa fille a réussi à dire non. Elle lui dit à dire mamie, en fait, j'ai pas envie de frites. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais elle a réussi à lui dire non. C'était sa manière de dire non à sa mamie et de dire stop. Et là, c'est juste top parce qu'en fait, ça montre que en fait toutes les graines qu'on est en train de semer sont en train de germer et ça sert à quelque chose. Donc c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui comme révélation. C'est oui, mais encadre ton enfant, accompagne-le dans ce monde de sécurité, de confiance, de respect, de bienveillance. Donne-lui tous les outils. Mais quand il y a des situations qui sont un petit peu compliquées, alors je parle pas de maltraitance ou de choses comme ça, laisse-le exploiter tout ça. Laisse-le tester. Toi, tu es là, tu vas pouvoir un petit peu agir si des fois il y a un petit problème, tu vas pouvoir intervenir, mais laisse-le faire. Laisse-le s'approprier tout ça. Et tu vois, encore aujourd'hui, mon fils, il me partageait un événement à l'école où il me dit mais moi je veux changer d'école, j'en ai marre et tout. Alors je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique que son camarade de classe qui est juste à côté de lui, la personne qui est juste à côté de lui, en fait quand lui, donc mon fils, dit j'ai raté mon exercice de maths, le camarade rigole, il fait du coup mon fils ça le touche parce que il a l'impression qu'on se moque de lui et déjà lui il est triste de pas avoir réussi. Donc voilà, il n'a pas envie d'être à côté de ce camarade, et donc la solution, c'est il prend un peu la fuite. Donc c'est pas une solution convenable, et moi mon objectif c'est de l'accompagner pour l'armer, pour justement lui donner les outils de faire face à tout ça. Alors j'aurais pu agir, j'aurais pu dire attends, j'ai envoyé un mot à la maîtresse, je vais faire quelque chose. Là en fait, je le sens dans la capacité de pouvoir agir et de pouvoir justement faire face à tout ça. Donc, on s'est inspiré de la méthode d'Emmanuel Piquet, c'est-à-dire de construire des flèches qui ne soient pas agressives pour l'autre, donc de montrer, en fait, de se mettre dans une posture de confiance pour montrer que ça nous blesse pas. Voilà. On trompe un petit peu aussi le corps et le cerveau, mais l'objectif c'est justement que la personne arrête. Et donc je lui dis qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, pour qu'il cesse. Donc on a réfléchi et donc on en est arrivé à dire si tu je suis contente si ça te fait rire, tant mieux. En tout cas, moi je continue de travailler parce que j'ai envie de réussir. Et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit oui, oui, je dirais ça. Voilà, c'est vraiment ça, c'est donner les outils, donner des informations à ton enfant pour qu'il soit en capacité de faire face aux moments difficiles. Et c'est encore plus facile quand ils sont tout petits pour que à l'âge de l'adolescence et à l'âge adulte, ils soient vraiment capables de le faire seuls parce qu'on ne sera pas là à côté d'eux. Donc là, vraiment tout petit, on les accompagne là-dedans. Il y a vraiment ce socle de sécurité, ce socle de confiance, où on est présent avec eux. À l'adolescence, il y a beaucoup moins cette présence, il y a cette distance qui se met en place. Donc quand en fait, tout ça est mis en place quand ils sont tout petits, c'est beaucoup plus facile à l'adolescence, justement comme je disais tout à l'heure, pour une jeune fille de dire non, en fait, là je suis pas d'accord, pour vraiment mettre en place toutes les pratiques du consentement et du respect de son corps. Donc j'espère que en te partageant cette révélation que j'ai pu avoir sur la parentalité bienveillante, que ça peut t'inspirer, ça peut t'aider à avoir une nouvelle posture concernant la parentalité bienveillante et donc d'être beaucoup moins en pression et surtout avoir cette énergie de dire voilà, je sais pourquoi je pratique la parentalité bienveillante parce qu'en fait aujourd'hui je suis en train de semer des graines dans le cœur de mon enfant pour que plus tard il soit en capacité de faire face aux moments difficiles. Donc j'espère que le partage de cette révélation va t'aider, va t'inspirer, va te permettre d'avoir une meilleure posture dans la parentalité bienveillante et surtout garde en mémoire que chaque expérience c'est une opportunité de croissance, donc que ça soit aussi bien pour toi que pour ton enfant. Donc chaque moment que vous allez vivre ensemble va être des bons moments
en fait pour semer des graines de bonheur et donc cultiver le bonheur familial. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à répandre ces belles graines de bonheur autour de toi et à laisser une note et un commentaire pour soutenir Maman Sème. Et puis je te rappelle que la tribu Maman Sème ouvre ses portes actuellement pour une durée limitée. Alors si tu veux rejoindre la tribu, je t'invite à consulter les notes de cet épisode pour plus d'informations.